Salut les amis! Aujourd'hui, un live exceptionnel avec une personne dont j'admire le travail. Une personne qui fait partie de mes influences. Et j'ai vraiment un grand plaisir à le recevoir. Donc Bernard, j'ai bien reçu ta demande en vidéo. Je vais te prendre dans quelques instants. Le temps de laisser à nos amis arriver. Salut Loupio66. Salut Dani. Ça va être rock'n'roll aujourd'hui. On va parler de pas mal de sujets. Ça va être court. Je vous avertis, vous allez être frustrés à la fin. Mais je suis certain que ce live en appellera d'autres. Alors je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vais rejoindre notre invité, Bernard Dato. Salut Bernard. Salut Gilles. Cool. Alors on va se faire un petit cadrage. Oui, Parfait. Comme ça, c'est on bon a là? deux visages un petit peu, je dirais, qui sont proportionnels. Donc voilà notre ami Bernard Dato. Alors je me suis permis de parler de toi sur les lives précédents. Donc j'ai reçu de nombreuses questions. Mais qui est ce Bernard Dato? Alors voilà, tu vois, aujourd'hui dans ce monde-là qui est virtuel où la notoriété se mesure en nombre de likes, moi j'aime aller chercher des pépites comme toi. Ah, c'est Alors, très gentil. Bernard, En avant de termes te laisser la d'Instagram, parole, avant de oui, te laisser la parole, parce que vas-y. tu as beaucoup de choses à nous dire, donc je vais essayer de ne pas trop digresser. Et j'ai eu l'envie, en fait, hier soir, ça m'a pris après le repas, j'ai eu envie de te préparer un portrait. Chose que j'avais l'habitude de faire pour des gens plus ou moins connus, que ce soit rockstar ou des gens moins célèbres, entre guillemets. Je me plais à écrire quelques mots pour faire un portrait, pour introduire en fait la personne que tu es. D'accord. Donc, si tu veux bien, je vais te lire ce que j'ai écrit ce matin. Donc, Je vais écouter mon Bernard, portrait. Bernard Dato. Initial BD. Est-ce un hasard, une coïncidence, ou y a-t-il des noms qui sont soumis à la prédestination divine? Car, à l'instar d'un Mick Rock, le photographe emblématique de la rock culture, avec les clichés mythiques de David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, toi aussi, tu excelles dans un domaine qui fait partie de cette contre-culture qui a fleuri dans les années 60-70. Je veux parler des comics, un genre à part dans l'univers de la bande dessinée, avec sa légion de super-héros au corps bodybuildé et à l'esprit affûté. Est-ce que ce sont eux qui t'ont donné envie de sculpter ton corps en soulevant de la fonte? Laissons cette question en suspens pour créer un peu de tension. Tu es auteur, scénariste, expert en comics. Bien que tu aies étudié la philosophie à la fac de Toulouse, tu n'as pas un parcours académique, car tu t'es enfui avant la fin du cursus. Et pour reprendre tes mots, tu ne voulais pas devenir enseignant de philosophie, toi tu voulais en comprendre juste le sens. Tu as étudié ensuite la dramaturgie à la Sorbonne, en suivant les cours de John Trudit, qui est un auteur américain, un des plus grands spécialistes de la dramaturgie. Passé de la philo à la dramaturgie, on voit déjà émerger le libre penseur que tu es devenu. Tu es aussi bodybuilder. Tu as été champion de France 1996 à la NABA,
tu coaches aujourd'hui des athlètes et tu es rédacteur, pour des revues mythiques comme Le Monde du Muscle, Muscle Fitness, Muscle Show et Fitness Mag de notre ami Eric Rallo. Tu écris des articles où tu transmets ton savoir et ton expertise qui ne se limitent pas uniquement au physique. Attention. Car au fil des ans, tu as aussi nourri ton esprit. Tu distilles des réflexions philosophiques au travers de tes critiques dans Comic Box, le magazine de la culture des comics. Là où toi, tu trouves un lien avec Héraclite et son concept du mobilisme dans le couple Banner-Hulk, d'autres n'y verront qu'une vulgaire histoire de super-héros destinés aux adolescents et aux prépubères. Toi qui portes le travail de critique à la hauteur des œuvres originales dont tu trouves un sens, tu me nourris de tes réflexions et tu déclenches en moi une frénésie cérébrale. Tu me donnes l'envie d'avoir envie d'apprendre, de découvrir le sens caché des œuvres, de décrypter les mécanismes de la dramaturgie, de la création, de la tension. Tout comme les séries où tu attends, haletant, la suite au prochain épisode, nos conversations et nos échanges me produisent le même effet. À l'époque où la notoriété se mesure en nombre de likes dans le monde virtuel, tu es l'exemple frappant qui montre que dans le réel, les pépites de la connaissance ne se dévoilent pas à ceux qui ne prennent pas le temps d'aller les chercher. Le temps, ce bien précieux que nous a volé la société moderne. Alors, ce matin, mon ami, j'ai pris le temps. Je ne suis pas allé à la salle de gym comme tous les matins. Non. Ce matin, je l'ai consacré à écrire ces quelques mots pour te présenter à ceux qui me suivent. Alors certes, cette rapide présentation est loin de rivaliser avec tes talents critiques, ton art de manier les mots, les métaphores et les allégories riches de sens. Sache en tout cas, mon cher ami Bernard, que je l'ai écrite en toute sincérité et avec le cœur. Merci beaucoup, Gilles. De toute façon, moi j'ai lu Hit et je suis en train de lire Hit 2. Et on sent évidemment que tout ce que tu écris, c'est sincère. Donc merci beaucoup. Ça me touche beaucoup déjà d'être en relation avec toi, d'avoir un peu communiqué sur certains sujets, d'être invité aujourd'hui dans ce live. Vraiment. Je ne saurais te dire comment ça me touche. Donc on va en rester là. Juste te dire On va en merci. rester là parce que... Juste te dire aussi que dès que j'ai lu Hit, j'ai lu un philosophe. Pour moi, tu es un philosophe. Il y a deux types de philosophes. Il y a les philosophes de système et les philosophes enquêteurs. Moi, je suis un philosophe d'enquête et toi, tu es un philosophe d'enquête aussi. Je crois vraiment que tout système, comme je le dis dans un de mes posts, finit par devenir obsolète. Alors, il y a des systèmes qui m'intéressent, le stoïcisme, la pensée d'Héraclite, tout ça m'intéresse. À un moment donné, tout système va devenir, qui prétend décrire un univers, ou l'univers, ou un genre, etc., va devenir obsolète. Et donc, je suis plutôt comme toi, je traverse. J'ai noté là quelques-unes de tes citations. Tu dis à un moment donné dans Hit 2, il faut multiplier les sources d'information et prendre le temps de la réflexion pour produire notre propre pensée. Il y a deux choses. Je reviendrai sur cette citation après, mais il faut multiplier les sources d'information. Hein, c'est ça. Il faut traverser les systèmes, parce que tout système devient obsolète. Alors, traverser les systèmes, donc, c'est cette fameuse transversalité que j'ai Oui, commencé à aborder. Écoute, on peut partir là-dessus, si tu veux, parce que nous ne sommes pas, je pense, des spécialistes, en tout cas des experts dans un seul domaine. Nous avons des connaissances dans certains domaines, mais nous multiplions comme ça ces sources d'information, en tout cas ces enseignements que nous trouvons sur des médias différents, sur des influences aussi qui proviennent de livres, de séries
télé ou même de bande dessinée. Et toi, tu portes la critique vraiment très haut de cette BD des comics. Donc, tu es, comme je l'ai dit, tu es bodybuilder, parce que si on est bodybuilder lorsqu'on monte sur scène, lorsqu'on fait des concours, tu as été champion de France. Donc, on est bodybuilder toute sa vie, je pense. Oui. Et, et, et donc, cette forme, en fait, de culture du corps, quelquefois, n'est pas si différente que de la culture de l'esprit. Cette transversalité, toi, tu la trouves dans quel domaine? Comment tu la matérialises? Alors, euh, il se trouve que quand tu arrives à une certaine expertise dans un domaine, quand tu arrives à maîtriser quelque chose, si tu regardes bien, c'est pas quelque chose qui te remplit, c'est quelque chose qui te vide. Ce qui te remplit, c'est d'être en apprentissage. C'est ce que les Japonais appellent le Shoshin, c'est-à-dire l'esprit de l'éternel étudiant. Et sans faire exprès, depuis ma prime jeunesse, ben, je suis passé de la BD au sport, du sport à la philosophie, de la philosophie à la poésie, de la poésie, sans abandonner. Mais dès que je commençais à comprendre comment ça marchait, euh, voilà, la maîtrise de quelque chose nous vide. Alors, je cherchais d'être étudiant ailleurs. Et puis, le, le, le collatéral de ça, le collatéral positif, c'est que je me suis aperçu d'une chose, c'est que une discipline que tu avais traversée, elle allait éclairer l'autre discipline que tu abordais. Je te prends un exemple, par exemple, j'ai été musicien, j'étais guitariste pendant des années. Bon. Quand j'ai commencé à être critique dans Comic Box, mon travail pendant... Alors, Comic Box est une revue qui a été en kiosque pendant 19 ans et qui aujourd'hui continue sur le web. C'est Tapez comicbox.com comicbox.com. et voilà. Et on continue à écrire. Il y a mon rédacteur en chef, Xavier Fournier, Pierre Bisson, qui écrit beaucoup notamment sur les séries, moi-même. Voilà. On est moins de rédacteurs qu'avant, mais on continue. Voilà. Alors, 19 ans en kiosque quand même sur les comics, et notamment sur les comics de super-héros. Les comics, ça veut dire BD américaine, simplement. Quand j'ai commencé à écrire sur le dessin, je me suis rendu compte qu'il y avait du rythme dans le dessin, d'accord? Une forme que tu reproduis, que tu vas trouver dans une composition, un demi-cercle, qui va se retrouver ici et là. Le rythme, c'est la reproduction d'une forme. Et donc, ce que j'avais intégré, compris dans la musique, ou par exemple dans les sports de combat que j'ai un peu abordé aussi, il y a le rythme Le aussi, rythme, ouais. ben, je le retrouvais dans le dessin. Et donc, certaines trouvailles, certaines choses qui m'avaient éclairé dans la musique, ben, ça me faisait voir le dessin différemment. Par exemple, c'est un exemple, hein, voilà. Je te Et voilà comprends tout à pourquoi, fait. On a parlé de cette. voilà pourquoi j'ai continué à être dans le transversal. Alors, je vais quand même reprendre ta citation. Ce qui est super dans ton livre, entre autres choses, c'est que tu cites des gens que tu as rencontrés et tu mets en exergue aussi des phrases qui sont de toi. Il y a un peu de toi, un peu des autres, parce que nous-mêmes, nous sommes un peu de nous-mêmes et nous sommes les autres aussi. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, alors, il faut multiplier les sources d'informations, dis-tu, et prendre le temps de la réflexion pour produire notre propre pensée. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut traverser les systèmes, prendre plusieurs sources d'informations, parce qu'aucun système n'est valable complètement parce qu'il crée du out. Il crée quelque chose dans lequel il ne va pas. Il met une partie du réel à part. Il Et donc, s'enferme. voilà, c'est quelque chose quand même de fermé. Même le système le plus complexe et le plus complet qu'on puisse trouver, ben voilà, au début la Terre était plate, puis elle a été ronde, puis elle était le centre du système solaire, puis après ça a été le Soleil, puis Einstein il est arrivé, il a dit le temps c'est une quatrième dimension, et puis la quantique est arrivée, ça a mis en... etc., etc. Tout système met une partie du réel à l'écart, et donc il faut traverser les systèmes. C'est ce que tu dis quand tu dis il faut multiplier les sources d'information. Mais tu ajoutes il faut prendre le temps de la réflexion et produire notre propre pensée. Euh, on est quand même dans une société où il faut aller vite, il faut ingurgiter beaucoup de choses. Et tu as raison, il faut s'arrêter à un moment donné. Parce que tous les systèmes que tu as traversés, il faut se poser. Et quand tu te poses et que tu réfléchis plus, ils vont te traverser. Et c'est là que tu vas te mettre à penser.
Tu vas pas penser à partir des informations que tu as récoltées. Tu vas pas penser je crois, à partir des systèmes que tu as traversés. Tu vas commencer à penser quand tu te poses, quand tu te reposes, quand tu ne réfléchis plus, et quand les systèmes que tu as traversés, en retour, en écho, te traversent. Et là, tu vas avoir des éclairs, tu vas avoir des illuminations. Tu vas te dire, ah ouais, ce que j'ai appris dans le rythme, là, je le retrouve chez ce dessinateur. Ce que j'ai appris dans le jeu de guitare de Jeff Beck, je le retrouve dans le trait de Russ Manning. Voilà. On voit que tu multiplies les références. Tu faisais notamment référence aussi à un peintre qui s'appelle Hooper, Edward Hooper, De Hooper, oui. contemporain en fait, qui peint en fait, les tableaux où il y a des vitres mais il n'y a aucun reflet. Et tu fais un parallèle avec toutes ces couvertures de comics que tu illustres très bien dans Comic Box. Hein. Il y a un article, je le mettrai en lien sûrement. C'est une section qui s'appelle Imaginarium. Et tu as écrit les Hooper Heroes, donc en référence avec Edward Hooper, parce que tu as trouvé des correspondances avec ces couvertures où on voit le super-héros traverser une vitre, en fait. Il Oui, explose alors, la vitre. Et on voit, c'est là où j'ai commencé à déceler, te connaissais bien avant, mais cette relation avec des choses qui ont apparemment pas de lien, je trouve que ça nourrit une nouvelle réflexion. Et moi, on en a parlé, je t'ai parlé de mon process d'écriture. Ça me parle tellement, ce que tu dis, que j'ai vraiment plaisir, tu vois, à le partager. Parce que c'est quelque chose vraiment que je ressens. Je te disais un petit peu des fois ma frustration, j'avais l'impression de ne pas travailler. Mais en fait, c'est des périodes où tu absorbes des choses. Et ça quelquefois, travaille. ça travaille, mais en fait, tu t'en rends pas compte. Et cette création jaillit, en fait, elle jaillit comme cette petite présentation que j'ai voulu faire aussi un peu dans l'urgence, tu vois. J'avais cette envie, elle a jailli, et puis tout s'est mis en branle, tout s'est Mhm. construit, voilà, de Tu es, lui-même. tu es- tu es- tu es à la fois dans la réflexion et beaucoup dans la réactivité, j'aime beaucoup ça. Tu prends l'exemple de mon article sur Hopper, donc, et ça illustre ce que je te disais. Je vais peut-être, pour ceux qui nous regardent, ça va être plus simple à comprendre. D'un côté, je m'intéressais aux comics, aux gens super-héroïques. Bonjour, Captain America. D'un côté, je m'intéressais aux comics. D'un autre côté, j'ai toujours été attiré par la peinture d'Edward Hopper. Euh, c'est un peintre très connu et beaucoup de choses ont été dites sur Hopper. Mais un jour, j'ai des posters chez moi, j'ai pas les moyens d'avoir du Hopper en original, mais j'ai des reproductions, j'ai des posters d'Edward Hopper que je vois tous les jours. Et un jour, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que les vitres chez Hopper, qui est quand même un peintre censément réaliste, à une époque où ses contemporains glissaient vers l'abstraction, etc. Lui, il est considéré comme un peintre réaliste. Moi, je ne le prends pas comme un peintre réaliste. Mais, par exemple, ses vitres n'ont aucun reflet. Alors, je me suis dit symboliquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitre. Euh, dans les toiles de Hopper, on voit toujours des personnages qui sont souvent à l'intérieur, avec une vitre où il y a pas avec une fenêtre où il n'y a pas de reflet. On sent qu'il y a une vitre, mais il n'y a pas de reflet. Et la nature est tout de suite là. Les champs sont là sans le chemin. Ça veut dire que en retour de ce qu'on a fait subir à la nature, on a construit un univers urbain. Hopper, c'est l'univers urbain des années 40, 50, 30, 40, 50. En retour, la nature envahit. Elle reprend, elle revient, elle traverse les vitres. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon sang, s'il y a un schéma qui revient constamment dans le récit super-héroïque, s'il y a un motif qui revient, c'est les super-héros qui traversent les vitres, qui font exploser les vitres. Tu prends n'importe quel comics, c'est rare dans un récit de comics où tu ne vas pas voir un super-héros traverser la vitre, soit pour entrer, soit pour sortir. Et je me suis dit, à l'arrivée, le genre super-héroïque, il dit la même chose que Hopper. On a voulu se couper de l'extérieur, on met des interfaces, mais la nature reprend ses droits. On va exploser tout ça. Il faut sans arrêt être en lien entre le naturel et le culturel. Hopper, à ce niveau-là, et les super-héros, ils disent la même chose. Voilà un exemple de ce que peut donner la transversalité. Et ça s'est fait à un moment où je réfléchissais pas. J'ai beaucoup réfléchi sur Hopper, j'ai beaucoup réfléchi sur les super-héros, mais tout d'un coup, j'étais sur mon lit, peut-être entre deux bouquins, où je rêvassais, et tout d'un coup, je me suis dit, bon sang, l'absence de reflet chez Hopper et l'éclatement des vitres chez les super-héros, ça peut vouloir dire la même chose. Tout à fait.
C'est des choses qui s'entrecroisent et qui donnent en fait comme ça une nouvelle pensée. Je Est-ce voudrais que je pas peux qu'on faire aille trop profond dans les sujets parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. Bien Je sûr, vois pardon. qu'il y a Fabrice Coaching qui nous a rejoint, donc je sais qu'il y a un petit lien de parenté. J'aimerais bien qu'on revienne, on va sauter peut-être du coq à l'âne pendant cette petite entrevue. On va revenir sur le bodybuilding, on va revenir sur qu'est-ce qui t'a donné envie de cultiver ton corps comme ça, et de devenir un grand champion. Alors, c'est plein d'étapes, mais ça a commencé très tôt, parce que très tôt, dans un magazine télévisé qui s'appelait Télépoche, dans les années 60, à- Excuse-moi Bernard, on est en vas-y, train, moi, je vais peut-être le montrer, on est en train de garder un petit chien assez régulièrement, c'est Rimbaud. Rimbaud, tu vois, il est d'accord. au fond, il a 13 ans. Ah 13 ans. oui, Et il me demande de monter sur le canapé. Donc je vais le prendre parce qu'il ne je peut plus t'en monter. prie, Ok Rimbaud, vas-y, vas-y. je vais te prendre sur le canapé. Ok, voilà. 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 Il y a Valérie qui va le surveiller. Excuse-moi Bernard, je t'ai coupé. Je t'en prie. Le goût pour le corps musclé, ça m'est venu tout petit quand je regardais les histoires de Tarzan dans Télépoche. Il y avait une ou deux planches, je crois, une planche de Tarzan dessinée par Russ Manning. Alors, il faut savoir que Russ Manning, pendant des années, tous les spécialistes de Tarzan en bande dessinée ne citaient pas son nom. On citait évidemment Al Foster, qui a été le premier à adapter Tarzan. On citait Burn Hogarth, etc. Jamais Russ Manning. Bon, moi, j'aimais les autres, hein. Mais par exemple, chez Burn Hogarth, on a toute la sauvagerie qui est rendue par un trait très dur et très maniéré, très maniériste. Chez Joe Kubert, on a la sauvagerie aussi dans un trait qui est très jeté, et qui rend voilà, la sauvagerie dans la jungle, etc. Chez Russ Manning, on a à la fois la précision anatomique, la beauté anatomique des corps musclés, et, et donc la sauvagerie, le corps dans la jungle, et à la fois un trait qui s'approche de la calligraphie, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire l'esthétique de la finesse. Et en fait, quand on réfléchit, Tarzan, c'est à la fois l'homme sauvage et c'est aussi un lord. Il va l'apprendre plus tard, un lord anglais. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus sophistiqué dans la culture humaine et en même temps ce qu'il y a de plus sauvage. C'est les deux. L'association Et des contraires. voilà. Et alors, dans le dessin de Russ Manning, je trouvais les deux. D'accord. Et c'est pour ça que je pense, j'ai écrit un petit essai sur Russ Manning dans un des comic box qui est paru en kiosque donc. Et puis finalement, les spécialistes en sont venus, parce qu'il y avait beaucoup de fans de Russ Manning sur le net, et en sont venus à citer Russ Manning parmi les plus grands. Pour moi, c'est un des tout plus grands parce que toute la personnalité de Tarzan est dans son trait lui-même. Moi, j'ai passé des années dans Comic Box à essayer de montrer que le dessin pense. Le style d'un dessinateur, c'est une vision du monde. La façon de faire un cadrage, c'est une vision du monde. Donc, indépendamment du scénario que le dessinateur il va servir, son dessin il pense. Tout pense. Et d'ailleurs, voilà, je vais reciter Gilles Lartigot quand même, parce qu'il y a une phrase qui me plaît beaucoup. Dans Hit 2, je fais abstraction du narratif et des belles histoires, je pense avec le réel. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Et moi, je m'attarde surtout sur je pense avec le réel. Tu aurais pu dire, hein, je pense sur le réel, ou je pense à partir du réel. Mais tu as dit je pense avec le réel. Sous-entendu, le réel, il pense aussi. Je suis une partie du tout, je suis une partie du réel. Je pense avec le réel, c'est très fort. Parce que Tu tout vois, là, pense. ouais. C'est un concept qu'on avait abordé tous les deux, justement, tu m'as appris que même une personne amène à penser sans rien dire, etc., juste Bien sûr, par bien sûr. l'attitude. La photo pense par elle-même, le dessin J'aimerais pense parler de ta couverture d'ailleurs au passage, mais par si lui-même. tu veux. Oui, alors je voulais te faire revenir un peu vers le bodybuilding et tu me ramènes chaque fois un peu sur Excuse-moi. les... Mais non, Alors, non, non, tu alors, t'excuses pas, Bernard, je te laisse aller où tu veux. Euh, Là, on voit l'importance, quand voilà, j'ai écrit, je pense, avec le réel, on voit l'importance du travail que tu fournis. Parce que moi, tu m'étonnes, en fait, quand tu me dis la différence, tu vois, avec pourquoi j'ai employé avec. Peut-être pour moi, ça a été, j'ai une écriture assez instinctive, intuitive. 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 Voilà.
Et tu m'as appris ce qu'était la pensée conceptuelle et la pensée intuitive. On peut rebondir là-dessus par rapport justement à Oui, l'aspect transversal des choses. Qu'est-ce que la oui. pensée conceptuelle, la différence avec la pensée intuitive? On a, on a souvent opposé les deux, mais on a besoin des deux. Je reviens souvent sur Héraclite parce que Héraclite, il pense l'union des contraires par le devenir. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, Héraclite, il dit que les choses contraires sont les mêmes choses. Non, non, il n'est pas aussi simpliste que ça. C'est par le devenir qu'une chose devient son contraire. Si tu prends, il dit par exemple, le chemin qui monte et qui descend, et un seul est le même. Quand est-ce qu'il va descendre et quand est-ce qu'il va monter le chemin? Mais c'est par ton devenir à toi, c'est par la direction que tu vas prendre, que ça va être un chemin qui monte ou qui descend. Un point sur un cercle, il peut être le départ et la fin du cercle. Ça va être ton cheminement à toi qui va en faire un départ ou une fin. D'accord? Il y a un exemple que tu cites, c'est dans cet article, donc, là où Oui, tu fais sur le lien Hulk et avec Héraclite. Héraclite et Hulk. Tu cites un exemple assez concret pour expliquer un petit peu la pensée d'Héraclite. Il faut comprendre l'image du jour et de la nuit. L'un ne succède pas à l'autre. En vérité, la nuit est sans cesse en train d'infuser dans le jour qui baisse, et le jour est constamment en train de pénétrer la nuit qui faiblit. Union des contraires, changement, devenir, transformation. Voilà qui nous rappelle quelqu'un dont la colère est colorée. C'est là où tu fais le lien entre Luganer qui est Ouais. très, très calme, et dès que la colère commence à sortir de lui, il se transforme donc en Hulk. C'est assez intéressant parce que quelquefois, bon, moi j'ai une humeur qui peut être changeante, et je peux avoir aussi des crises d'énervement que j'ai quelquefois du mal à maîtriser. Je vais juste faire une petite digression sur ce qui m'est arrivé hier matin. Je me suis entraîné à la salle de gym et je voudrais m'excuser auprès de ceux avec qui je me suis entraîné parce que j'ai eu un accès de colère. Je ne peux pas te dire la raison, mais j'ai eu vraiment une colère en moi. Je faisais des biceps et je n'ai pas l'habitude de travailler, tu sais, avec des poids lourds. Là, je me suis un peu énervé. Vraiment, j'avais mis mon casque sur les oreilles, musique un peu violente. Et j'avais du mal à éteindre cette colère. J'ai pris des poids de 25 kilos pour faire des biceps. Donc, complètement en attitude de bourrin, tu vois. Là, je me suis fait mal au dos. Donc, ça tombait bien que je n'y aille pas aussi ce matin, tu vois. Et donc, cette colère m'a permis bon, de l'évacuer, tu vois. Mais il y a comme ça, c'est des sentiments qui sont en nous, des sentiments qui sont des fois contraires, qu'il faut arriver certes à maîtriser pour faire de la colère quelque chose de positif. Mais en tout cas, il ne faut pas cacher, il ne faut pas avoir honte comme ça de ces changements un petit peu d'humeur. Bien sûr, il faut tout accueillir parce qu'une chose devient toujours son contraire à un moment donné. L'exemple de la nuit et du jour chez Héraclite, c'est fondamental parce que bien sûr qu'il y a un jour, à un moment donné, tu peux pas dire qu'il fait nuit, c'est le jour. À midi, c'est l'apogée. Bon. Mais dès que tu passes midi, le jour il commence à décliner, il y a un peu de nuit qui arrive. Et chez Hulk, c'est la même chose. Chez Banner, il y a toujours une petite trace de colère. Et quand elle va grandir, il veut devenir Hulk. Mais chez Hulk, il y a toujours une petite trace de Banner. Et qui va Qui lui faire permet de qu'à un moment, redevenir ce qu'il est. il va redevenir calme. Et donc, on est chez Héraclite, tout d'un coup, chez l'union des contraires par le devenir. Tout est en devenir. Alors, pour ne pas perdre le fil et revenir sur la pensée, oui, on a une pensée conceptuelle et on a aussi une pensée intuitive. Il faut articuler les deux. Il faut passer de l'un à l'autre. Alors, on a l'habitude de rester sur le conceptuel. On a souvent opposé l'Occident et l'Orient par rapport à ça, parce que l'Orient, ils sont beaucoup sur la pensée intuitive. Mais en Occident aussi, Héraclite, il est dans la pensée intuitive. Un philosophe comme Bergson, il a travaillé sur la pensée intuitive. La pensée conceptuelle nous permet beaucoup de choses, mais elle nous met à distance des objets. Comme je te, voilà, par exemple, là, par la fenêtre, je vois une maison. Si je te dis une maison, toi, tu vas voir la tienne, moi, je vais voir la mienne. Alors, je vais essayer de te donner des précisions. Une maison avec un toit de tuiles, ok. Donc, tu vas voir, mais tu vas toujours pas voir la mienne. Je vais ajouter une maison avec un toit de tuiles et puis un mur gris. Ça va se rapprocher, mais tu verras jamais la même que moi. La pensée intuitive, ça va être un peintre qui va s'emparer de cette maison et qui va essayer par sa peinture, de trouver l'essence de cette maison. Tu vois, euh, la peinture, c'est de la forme, c'est de la pensée qui est. C'est Pater en 1800 et quelques qui disait, de mémoire, qui disait tout art aspire à la condition de la musique qui n'est que forme. La musique, c'est la pensée non verbale, la pensée intuitive.
Le langage, c'est la pensée conceptuelle, c'est la pensée verbale. Euh, Par exemple, le philosophe Louis Lavelle dit la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Hein. On pense souvent c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la sagesse, étymologiquement. On cherche à être sage. Pour être sage, on réfléchit. Mais l'extrémité de la réflexion, c'est la fin de la réflexion. Tu es sage quand tu réfléchis plus. Tu vois? Et c'est pour ça que je pense que entre la façon d'articuler la pensée conceptuelle extrême qui est la philosophie et la pensée intuitive qui est la musique, il y a la poésie. La poésie, c'est l'extrémité de la philosophie. Parce que c'est la langue qui essaye de se dégager de la langue. C'est la pensée verbale, la poésie, qui essaye de devenir une pensée non verbale. Alors, Hein, c'est le lien entre la philosophie et l'image, c'est la poésie. Et c'est pour ça que je veux aussi aborder ça. ben oui, la poésie, alors tu m'as surpris, enfin, parce que je n'étais pas au courant, tu es poète, tu vas publier en juin dans un petit recueil Oui. de poèmes dans lequel tu as une forme de poésie assez particulière. Et là encore, j'ai appris quelque chose, parce que vous qui me suivez, vous devez savoir quand j'ai Bernard Dato au téléphone, j'ai toujours en fait avec moi des papiers. Je prends des notes. Tu prends des notes, c'est bien. Mais je fais pareil. Je fais Et pareil. donc, tu m'as dit, je fais des haïkus. Kezako, les haïkus. Donc, plutôt des haïchas. Donc, qu'est-ce qu'un haïku et qu'est-ce qu'un Alors, haïcha très vite, je ne pourrais pas expliquer ce qu'est les haïkus. Alors, c'est de la poésie de tradition japonaise. japonaise? On attribue la création du haïku par Basho, XVIIe siècle, au Japon. Je ne peux pas faire tout l'historique, mais en gros, il y a 17 morts, hein. C'est-à-dire, pour nous, c'est 17 syllabes. Les morts, c'est pas exactement des syllabes, mais bon, pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller sur Wikipédia. Ok. Il y a 17 syllabes. Chez les Japonais, c'est une seule ligne verticale. Et en Occident, c'est devenu 3 lignes. La première ligne, en gros, doit faire 5 syllabes ou 5 morts, 5 syllabes phoniques. Ok. Phonique, La ok. deuxième, la deuxième ligne, 7. Ok. Et, pardon, Et, petit incident. enfin, Et la troisième ligne, 5. C'est 5, 5, 7, 5. ok. 17 syllabes phoniques. Bon. Ok. Et dans c'est jamais, tu t'assois pas à ton bureau et t'écris un truc, t'écris un haïku. Non, non, un haïku, c'est toujours un instant vécu. C'est une école de la conscience et une école de la gratitude. C'est le versant poétique de la philosophie zen, on va dire. Hein. Ok. Et dans le haïku, il y a toujours, et là on va rejoindre un peu le reste, il y a toujours deux contraires. Il faut essayer, une des notions qu'on essaye de faire passer dans le haïku, c'est qu'on est toujours à la croisée de deux chemins, l'éternel qui nous dépasse et l'éphémère qui nous traverse. L'éternel qui nous dépasse et l'éphémère qui nous traverse. Je reviens au bodybuilding, Gilles. Euh, Tout petit, sensibilisé donc par le dessin de Russ Manning, j'ai commencé à dessiner des planches pour moi de bande dessinée quand j'étais jeune. Un jour, j'ai eu besoin de documentation. Je vais dans un kiosque, j'achète Le Monde du Muscle. Je ne savais pas que plus tard, j'y serais en tant qu'athlète et puis encore plus tard en tant que rédacteur. Et puis je vois des gens bodybuilder. Je suis comme tout le monde, ça me plaît pas trop. C'est l'excès, bon. Et puis je tombe sur un article sur Frank Zane qui me rappelle exactement l'esthétique de Russ Manning, du Tarzan de Russ Manning. Frank Zane, Ah c'est oui. l'esthétique de la puissance, mais avec la finesse. C'est la Ah oui. puissance et la finesse. C'est les deux extrêmes. Bon. Ouais. Et quand Frank Zane reprend la pose du fameux David, la statue David, hein, et qu'il l'adapte à sa morphologie. Quand moi je reprends la pose de Frank Zane et que je l'adapte, quand je suis sur scène, et que je l'adapte à ma morphologie, il va y avoir des petites différences. Je vais rester sur scène 1 minute. Cette pause, elle va durer 3 secondes, d'accord? C'est l'éphémère qui me traverse. Tu le sais, on reste pas hyper sec comme en compétition toute l'année, d'accord? On est vraiment confronté à l'éphémère. Mais en même temps, on est dépassé par un éternel. C'est-à-dire que moi, je fais référence au posing de Frank Zane, qui lui-même fait référence à la statuaire de la Renaissance, qui elle-même s'inscrit dans la statuaire antique. Et donc, on est toujours à cette croisée des deux chemins. L'éternel qui nous dépasse, l'éphémère qui nous traverse. Je vais te donner l'exemple d'un haïku récent que j'ai composé. La première ligne, c'est hôpital au loin.
césure. La césure est importante, il faut créer des vides. Hôpital au loin. Deuxième ligne, l'essuie-glace se débat. Troisième ligne, sous la pluie froide. J'ai été contacté par quelqu'un qui tient un site très très pointu sur l'haïku, qui m'a demandé de le prendre pour l'analyser, parce qu'au premier degré, il est complètement objectif. Dans le haïku, on essaye de ne pas faire du poétisant, de ne pas utiliser les métaphores, de ne pas utiliser les... Voilà. Donc, c'est, hôpital au loin, l'essuie-glace se débat sous la pluie froide. Tout est dans le choix du verbe se débattre. Et là, ça s'articule. C'est l'articulation, le choix de se débat. J'aurais pu dire, hôpital au loin, l'essuie-glace bat sur la vitre, l'essuie-glace passe sur la vitre, sous la pluie froide. Je dis, l'essuie-glace se débat sous la pluie froide. C'est ce qui permet d'articuler avec un sens qui n'est pas dit, avec du non-dit, et qui suppose que dans cet hôpital au loin, vers lequel le narrateur se dirige, il y a quelqu'un qui se débat entre la vie et la mort. C'est magnifique, Bernard. Ça met aussi en exergue l'importance que j'essaye de véhiculer dans le livre, l'importance du verbe. Oui. Le choix des mots. On a une langue française qui est tellement, tellement riche de sens. Une phrase ne peut ne pas avoir le même sens si on change juste un qualificatif ou un mot ou un verbe, comme dans ce haïku. Et vraiment, j'incite ceux qui me suivent à augmenter, tu vois, leur bagage linguistique. Donc, tout à fait. En leur montrant que nous sommes comme eux, en fait. Tu vois, moi, je n'ai pas fait de grandes études, hein, loin de là, j'ai fait beaucoup moins que toi. J'ai été obligé d'avoir le bac parce que mon père, sinon, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Tu vois. Mais après, j'ai appris sur le tard. Tout le monde peut apprendre à tous les âges. Et on peut apprendre aussi avec passion et avec plaisir. Parce que je sais que tout ce que tu as appris, Bernard, ça se sent, tu l'as appris par passion. Ce n'est pas comme à l'école où on t'impose d'apprendre des choses. Je t'ai expliqué que j'avais le sentiment d'avoir perdu au moins 3 années de ma vie à la fin de mon parcours, parce que j'ai eu un bac, ce qui m'a servi à rien. J'aurais pu faire peut-être autre chose. Je voulais rentrer comme apprenti, tu vois, pour apprendre un vrai métier. Parce que se cultiver, on peut se cultiver à tout âge. Alors, excuse-moi, peut-être, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais on peut se cultiver son esprit à tout âge, mais par rapport au physique, nous, bodybuilders ou pratiquants de la culture physique, comment on peut gérer un corps qui vieillit? Parce que, comment toi, personnellement, tu gères ça? Comment tu étais à l'âge de 30 ans quand tu as gagné, je dirais, ce champion de France de bodybuilding, et aujourd'hui où tu vas approcher la soixantaine, tu as 58 ans, bientôt. 58 bientôt 58. Ouais. Comment, tu vois, cette importance, en fait, on peut nourrir l'esprit jusqu'à la fin, quasiment. Mais c'est une question fondamentale que tu poses. C'est une question fondamentale pour le sportif et pour le bodybuilder en particulier, parce que l'image est très importante pour le bodybuilder. Alors, je vais partir un petit peu de loin, mais je vais essayer. Alors, avant de partir de loin, on peut revenir juste là-dessus. L'image est importante pour le bodybuilder. Donc, c'est quoi? Le bodybuilder, c'est quelqu'un qui est très narcissique? Non. C'est juste pour le regard des autres? Quelle est ta définition du bodybuilding? Voilà. C'est juste de là que j'allais partir. Ah ben, le bodybuilder, on a souvent accusé le bodybuilder d'être narcissique. Or, faut bien quand même se rappeler ce qui fait Narcisse. La première fois qu'il voit son reflet dans l'eau, il tombe amoureux de son image. C'est ce qui va le perdre. Il va se noyer dans son reflet. Le bodybuilder, il n'est pas amoureux de son image. C'est quelqu'un qui est dans l'action, dans le devenir, comme le dit Héraclite, constamment. Comme il n'aime pas son image, il se fixe une image idéale de ce qui pour lui est l'idéalité. Le bodybuilding, c'est l'expression esthétique de la puissance, d'accord? C'est l'expression esthétique de la puissance. Ça veut dire que tu portes esthétiquement les barres que tu as soulevées. Sur scène, un bodybuilder, il montre pas il montre pas quelle mensuration il a, il dit pas quel poids il a soulevé, mais son physique exprime la puissance qu'il a développée. C'est l'expression esthétique de la puissance. Pour moi, le bodybuilder, c'est ça. Mais c'est aussi quelqu'un, évidemment, il se regarde dans la glace, mais c'est pas comme Narcisse. Il se regarde dans la glace pour changer son image. La glace est un outil.
Mais il est jamais content, le bodybuilder. Il veut être en mouvement. Insatisfait. Dans ce sens-là, il n'est pas narcisse. Évidemment que certains tombent dans le narcissisme. Évidemment. Parce qu'à trop s'occuper de son image, c'est Louis Lavelle qui dit l'image, notre image, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour les autres. Parce que nous sommes en devenir. Et donc, dès qu'on s'attache à une image de nous, on la fixe. Le vrai bodybuilder, il fait ça pour ses fans. Évidemment qu'il se sert du miroir dans la salle comme instrument, comme mesure, pour voir où il en est. Mais l'image, il va faire un régime de 3-4 mois après s'être entraîné 10 ans sous les barres pour être très sec, pour être à 4% ou 3% de gras corporel, pour montrer une harmonie musculaire, une définition musculaire. Ça va être l'éphémère. C'est pour les fans, c'est pour le public. Après, quand il remange et qu'il passe en prise de poids, il s'en fout de son image, s'il est un vrai bodybuilder. Ok. L'image, elle n'est pas pour lui, elle est pour les autres. Ok. Alors, Il y a une différence, Bernard, entre les bodybuilders dont tu parles. En fait, ce sont les grands champions hein, qu'on connaît tous. D'ailleurs, je vous encourage à découvrir Frank Zane. Zane, c'est fait. Z-A-N-E, Frank Zane. Vous verrez, c'est Ouais. un corps sublime. C'est plus je dirais, les critères d'aujourd'hui. D'ailleurs, Non, excuse-moi, non. on va digresser, Mais ça commence à partir dans tous les sens. Qu'est-ce que déjà, tu à son penses époque, il était hors critère. Hein. Oui, Il hors était critères, mais volumineux. qu'est-ce que tu penses des critères d'aujourd'hui, Bernard? Je dirais ce que les antiques ont dit, parce que sinon, ça serait trop long. Je dirais, hors de la mesure, il n'y a point de limite. Et tu crois qu'on a dépassé la mesure, là, aujourd'hui? Je ne sais pas, mais il faut penser la mesure. D'accord. Parce que je pense que l'époque Il de ne faut, Fontaine, il ne faut Arnold, jamais, etc., c'était il on ne faut s'approche. jamais, Pardon. oui, il faut jamais, parce que bon, c'est comme les sumos, si tu veux, ça commence à devenir dangereux pour leur santé. À l'époque de Frank Zane et d'Arnold, en fait, on s'approchait de cette esthétique des dieux grecs, d'ailleurs. Hein. C'est ça. D'ailleurs, les super-héros sont des espèces de dieux grecs, en fait, au Oui, niveau c'est une mythologie physique. moderne, oui. Oui, oui. Qui aujourd'hui, ça se rapproche plus des personnages comme Hulk. Je vais te raconter là une petite anecdote. Donc, j'ai vécu au milieu des années 80, donc en Californie. Donc, c'est là où j'ai connu le bodybuilding, Arnold, le Gold Gym, etc. Et quand je suis revenu en France, j'ai ramené des petites statuettes. Alors, il faudrait que je te l'apporte. Valérie va me l'apporter, elle est dans mon bureau. Et je trouvais ça complètement, c'était comme Hulk, tu vois, des trucs disproportionnés, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est les critères de l'époque, en fait. Tu vois, 30 ans après, c'est devenu aujourd'hui pour moi voilà, hors limite. Mais comment une personne, par exemple, comme moi, qui ne suis pas un compétiteur, d'ailleurs, je ne fais pas du bodybuilding, je fais de la culture physique. Je mets une différence par rapport aux deux. Un, c'est compétition, l'autre, c'est pour soi, donc je le fais pour moi. Et je vois mon corps qui vieillit. Je fais tout pour essayer de le maintenir, etc. Mais quand je vois des photos de moi il y a 10 ans, je me dis, bon, enfin voilà, tu as je ne sais pas aujourd'hui comment gérer ça. En fait, je me pose une question et je voudrais voilà, te la Alors, poser pour quelqu'un qui fait la je- culture physique pour lui-même. j'allais justement l'articuler, mais ça concerne à la fois les gens qui font de la culture physique telle que tu les définis, et à la fois les bodybuilders aussi. Difficile de vieillir, de voir que ça réagit pas comme avant, de voir que euh, quand on voit des vétérans aujourd'hui qui sont toujours au top, les jeunes disent ah ouais, si je suis comme ça à 40 ans, ah ouais, si je suis comme ça à 50 ans, je signe. Attention, attention. Hors de la mesure, il n'y a plus de limite. Euh, Ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque, je vais te dire quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est l'esthétique du déclin. Euh, il n'y a, il y a qu'un seul domaine, en gros, où on accepte l'esthétique du déclin. Le soleil à midi, tu peux même pas le regarder, il est à son apogée, d'accord? Mais ça t'éblouit, quoi. T'es ébloui par le soleil. Euh, T'es ébloui par le corps de Arnold à 35 ans, à 30 ans. C'est toutes les photos Euh, mythiques qu'on connaît voilà. Bon. et qui pullulent Mais sur le web. le soleil va se coucher, d'accord? Et il prend des tonalités dans les rouges orangés, et puis dans les bleus sur le ciel, etc. À son déclin, le soleil il va développer une nouvelle esthétique. Et qui au monde pourrait dire qu'un coucher de soleil, c'est pas beau? Oui, un coucher de soleil, c'est beau. Or, c'est le déclin du soleil, c'est l'esthétique du déclin. Et il faudrait qu'on parvienne à appliquer ça à tout.
il y a une esthétique et une éthique du déclin. Pour moi, qui approche donc la soixantaine, c'est comme un visage qui est ridé, il porte toute, toute la, toute la vie qu'il a eue. Si par la chirurgie esthétique tu gommes les rides, tu arrives à une image qui est fixe, il n'y a pas son devenir dedans. Pour moi, la peau qui commence à se plisser sur les abdos d'un bodybuilder, c'est beau, c'est la beauté du déclin. L'arrière du deltoïde qui commence à plus être au niveau de l'avant du deltoïde, même si tu le travailles beaucoup, c'est la beauté du déclin. Parce que dans le déclin, il y a tout le parcours que tu as fait. C'est ce que les Japonais appellent le sabi, le passage du temps. Et d'ailleurs, en Occident, on a mimé la beauté du déclin quand dans les années 80, on s'est mis à faire des blousons avec le cuir vieilli, tu te souviens? Ou quand on s'est mis à Le fabriquer des jeans, vintage. on a imité la beauté du déclin. Il faut qu'on arrête de l'imiter. Il faut qu'on comprenne que quelque chose qui a vécu et qui est sur le déclin, c'est beau. Il y a quelque chose, la rouille, un instrument rouillé, c'est beau, parce que la rouille, c'est le passage du temps. Les rides, c'est beau parce que c'est le passage du temps, c'est le vécu. C'est la beauté du déclin. Retrouvons la beauté du soleil couchant dans tout le reste, dans le corps, dans les objets, dans le vivant, dans le minéral. Un objet qui est un caillou qui est poli par le passage de l'eau. Hein, c'est ça aussi la beauté du déclin. On trouve ça beau comme le soleil. C'est la beauté du déclin. Revenons à l'esthétique de la beauté à l'esthétique du déclin. Je suis d'accord avec toi, Bernard, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de nombreux freins qui font qu'on aura du mal à concevoir cela. Je m'explique. Aujourd'hui, on vit dans la société du paraître. Donc, toutes les images que l'on voit, que ce soit les magazines, et puis on l'a vu avec tous les top modèles, toutes les images aujourd'hui sont retouchées. Même aujourd'hui, les selfies, on peut se retoucher, ne pas avoir de rides, etc. Moi, le côté rides, ça m'a jamais gêné. Au contraire, j'aime me vieillir. Sur la première couverture de Hit, on a forcé tous les traits pour faire apparaître même des points noirs, des crevasses, des rides. Je trouve ça beau. Le visage d'un homme qui est marqué par le temps. J'ai trouvé assez pathétique de voir des mecs comme Stallone ou Schwarzenegger, tout ça, se faire tirer le visage. Un peu Mais dommage. je trouvais ça voilà, vraiment dommage, à contrario, un Clint Eastwood, parce qu'il n'a pas subi de chirurgie. Tu vois, des acteurs comme Sean Connery à l'époque, voilà, c'est la beauté du déclin, en fait. Cette beauté qui peut faire d'un homme âgé un homme beau, un homme même séduisant, parce que la séduction n'a pas d'âge, mais c'est plus compliqué pour une femme. Parce que je pense qu'il y a eu des freins où on nous amène à penser quelque chose qui n'existe pas. Hein, ce qu'on voit au cinéma, ça n'existe pas. Les photos que l'on voit qui sont retouchées, donc ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et le corps, c'est un peu la même chose, parce qu'aujourd'hui, on met en avant l'esthétique du beau, en fait, l'esthétique du jeunisme. Donc, Oui, c'est ça. Oui. et Bien, voilà, alors, donc, il y tu a beaucoup comprends de freins, mais il y a beaucoup ce, de freins en effet. Mais comme je te le disais, quelque part, on l'a senti même en Occident, la beauté du déclin, quand on a commencé à vendre des blousons à cuir vieilli, faussement vieillis. On sentait qu'il y avait quand même dans cette image du déclin du cuir quelque chose de beau. On n'est pas allé assez, on n'est pas allé au bout de ça. On est resté dans l'imitation. On vend du cuir qui est neuf mais qui est vieilli artificiellement. Retrouvons la beauté du vrai blouson qui a vraiment vieilli. et, Donc on a senti ça, mais on est passé à côté et on est dans le paraître, on est dans le jeunisme et ça provoque des dépressions, ça provoque des mal-être, hein. Ça provoque un manque personnellement, voilà, je trouve pas ça beau esthétiquement. Je préfère mille fois le visage, tu vois, de Jeanne Moreau au visage de Catherine Deneuve. Tu vois, en plus, bien ça se sûr, voit. Donc, bien sûr. moi, je m'intéresse beaucoup comme toi à la psychologie. Je me pose des questions, tu vois, comment des gens, en fait, en fait, qui ont baigné dans je dirais, l'univers du cinéma. Alors, un contre-exemple, c'est Brigitte Bardot, hein, voilà, Mm. qui a très tôt quitté ce monde-là. Donc, elle n'a pas, contrairement à Catherine Deneuve, qui est restée. Et donc, peut-être qu'elle a été voilà, préparée comme ça à faire ces modifications chirurgicales du visage pour atténuer comme ça le temps qui passe. Personnellement, je trouve ça
pas esthétique. Voilà, je te suis sur cette voie, l'esthétique du déclin. Mhm. Alors, je vais te livrer une citation que j'ai toujours à portée de main, qui rejoint l'esthétique du déclin et qui peut faire le lien aussi avec la pensée verbale et la pensée non verbale. C'est un auteur que j'aime beaucoup qui est José Luis Borges, qui disait la chose suivante à la fin d'un petit essai de quelques pages. La musique, les états de félicité, la mythologie, les visages travaillés par le temps, certains crépuscules et certains lieux veulent nous dire quelque chose, ou nous l'ont dit, et nous n'aurions pas dû le laisser perdre, ou sont sur le point de le dire. Cette imminence d'une révélation qui ne se produit pas est peut-être le fait esthétique. Et souvent, quand on est face à un visage qui est vieilli, un coucher de soleil, on parle de la beauté du déclin, Ouais. on sent qu'on a une révélation, mais on ne sait pas la dire. C'est là que on bascule de la pensée verbale à la pensée non verbale. Je vais un peu plus loin que Borges. Quand il dit l'imminence d'une révélation qui ne se produit pas, moi je dis qu'elle se produit, mais de manière intuitive, parce qu'on n'arrive pas à la traduire en mots. Et c'est souvent dans le déclin qu'on va avoir, dans l'esthétique du déclin, un vieux visage, etc., qu'on va avoir une révélation, qu'on va sentir quelque chose, que ça nous dit quelque chose. Tu sais, moi, à l'époque, j'adorais tout ce qui était neuf, les meubles notamment. J'étais plus dans le contemporain, le futuriste, etc. Tu vois. Euh, Aujourd'hui, j'adore les objets qui ont du vécu. Je vais te montrer ma chaise, la chaise sur laquelle j'ai écrit mes bouquins, où je mange, tu vois, voilà, je vais te la montrer. Alors, c'est une vieille chaise, tu vois, qui est, Très, ok, en plus, très qui est beau. trop basse, parce que c'est une chaise qui vient du Québec. C'est la maison, en fait, où j'ai écrit Hits, qui était une vieille grange des années 1900, perdue au fin fond de la Mauricie. Donc là, je suis un peu trop bas, la table est un peu trop haute pour moi, donc on a scié la table, tu vois, je voulais absolument cette chaise. Et le fait d'être assis sur cette chaise, je ressens des choses, en fait. J'aime tout ce qui est récupération. Valérie également. Donc, on a ramené des bois flottés, on a ramené de vieilles choses, tu vois, qui pour moi, ont du vécu. Et j'ai cet amour, donc je peux le comprendre. Je peux comprendre ce que tu dis, moi, à travers, justement, moi, des meubles, en fait, que je récupère, ou des objets que je récupère, je garde précieusement, comme le compas de mon grand-père, tu vois, qui était avant, qui était ingénieur, ensuite il est devenu directeur des pompes funèbres. Est-ce que j'ai ce rapport avec la mort? Parce que tout petit, je me cachais dans les cercueils pour faire peur, tu vois, aux gens qui venaient choisir les cercueils. Je ne sais pas. Et en tout cas, voilà, j'ai son opinel, tu vois, j'ai ces objets, voilà, qui On, transmettent quelque chose. on est donc parfaitement d'accord là-dessus. Bernard, il nous reste 7 minutes. Ouais. Alors, je t'avais dit que voilà, on n'allait sûrement pas aborder tous les sujets, parce que j'avais bien travaillé aujourd'hui. Tu vois, j'avais fait tous ces sujets, en fait, et Voilà, on n'en a Gilles, abordé que 3. d'accord. Donc, je le savais. Par contre, je t'ai demandé de nous préparer tes, je dirais, tes BD cultes ou tes romans graphiques cultes. D'ailleurs, tu nous expliqueras une prochaine fois comment faire la différence entre une BD et un roman graphique. On parlera aussi de dessinateurs, dont Paul Marcel, qu'on connaît tous les deux, qui est un très bon dessinateur, très Tout à talentueux, un fait. dessinateur français, qui Mhm. a publié chez Drago. Et donc, quels sont les romans que tu pourrais nous conseiller, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas en fait l'univers des comics et Alors, de la c'est BD? c'est très difficile de conseiller une BD parce que quand tu commences à penser à une, tu te dis, Alors, ouais, mais je vais devoir parler de celle-là, puis de celle-là, puis de celle-là. Bon. ouais, alors, Mais j'ai celles quand dont tu même, as envie de parler, les tiennes, en fait, tes coups de cœur, ce que tu as, bon, voilà. je vais pas être très original dans le choix. Tout le monde dans les comics s'accorde à dire que, voilà, il y a un avant et un après Watchmen et The Dark Knight Returns. Watchmen, c'est Alan Moore et Dave Gibbons. Il est parti, Gilles. Voilà, oui, Alan Moore, tout à génie de fait, la. tout à fait. De Et Frank science-fiction. Miller, The Dark Knight Returns. Ces deux Mais, albums ont été une pierre angulaire de l'histoire des comics pour des raisons différentes. Et ils sont parus la même année, en 86. alors, The Watchmen, c'est plusieurs tomes. Hein. The Watchmen, je crois que Bien sûr, voilà, qui ont été réunis ensuite. qui ont été Mais réunis tout ça. Donc, alors, tout ce dont on parle, The Watchmen, The Dark Knight, ça a été adapté au cinéma.
je voudrais qu'on fasse vraiment la grosse différence. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais qu'Alan Moore, en fait, a non pas refusé, mais il a refusé les droits Oui, d'auteur de je Watchmen, sais. par exemple, parce que ça ne correspond Ouais. pas du tout à son œuvre originale. Et c'est comme dans les séries, et là, on n'a pas parlé de la dramaturgie, de l'étude des séries, parce que Ouais. tu as des choses à nous apprendre, ils sont juste géniales. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Je le savais. On va rester là-dessus. Donc, Je sur voudrais ces BD juste. de Watchmen et de Dark Knight. Alors, The Dark Knight Returns, Alan Moore et Frank Miller vont introduire deux choses nouvelles dans le genre super-héroïque. Parce qu'un genre, c'est comme un système, c'est une vision du monde. D'accord? Le polar, la science-fiction, la littérature, le cinéma, tout ça, ce sont des genres, des sous-genres. Bon. C'est une vision du monde. Un genre ne peut pas rester fixe. Si c'est un système fixe, il va se scléroser. Et il y a des gens qui, sans arrêt, agrandissent les genres. Frank Miller, quand il publie The Dark Knight Returns, il Batman, hein, c'est introduit Batman de Dark Knight. Batman The Dark Knight Returns, le chevalier noir revient, il introduit la dystopie. C'est-à-dire qu'il situe son histoire dans un univers, dans une société future, hein, qui va très très mal. Et Alan Moore, avec The Watchmen. Watchmen, lui, il introduit l'Uchronie. C'est-à-dire qu'il reprend l'histoire, il la change. Dans The Watchmen, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam et Nixon reste président. Il est élu 5 fois. Ça, c'est une uchronie. Bon. Ben, la dystopie et l'uchronie, à ce point en tout cas, elles n'avaient jamais été injectées dans le récit super-héroïque. Donc ces deux albums sont considérables rien que pour ça. Mais on va rejoindre tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Dans The Dark Knight Returns par Miller, il prend Bruce Wayne, Batman, pardon, Bruce Wayne, Batman, il le prend, il a 50 ans. C'est la première fois que ça se faisait dans le récit super-héroïque. Il a arrêté d'être Batman. Mais on est dans une dystopie. Et ça va tellement mal que Bruce Wayne va reprendre l'habit de Batman. Sauf qu'il a une cinquantaine d'années, il a la taille qui s'est épaissie, il est au bord de la crise cardiaque chaque fois qu'il revêt son costume et qu'il saute sur les toits. Et là, Miller, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il introduit l'esthétique du déclin. Pour la première fois, on voit un super-héros qui a vieilli, qui a la cinquantaine. Ça va être repris par d'autres après. Et on rejoint donc ce qu'on a dit juste avant. Pour moi, The Dark Knight Returns, évidemment, c'est les super-héros un peu du réel, c'est aussi la dystopie dans le super-héroïsme, mais c'est surtout l'esthétique du déclin. Tu vois? Magnifique, magnifique. Voilà pourquoi, pour moi, s'il y a un album à retenir, c'est vraiment celui-là, quoi. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le Watchmen, l'histoire est tellement complexe aussi Après, et riche de on pourrait sens parler de avec le Watchmen, personnage de Manhattan. Donc, bien sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. tout ce projet Manhattan, donc plein Alan Moore fait passer des tas d'idées dans ses récits qui, au premier degré, se comprennent quand même. Mais bon, c'est un philosophe aussi, Alan Moore. Hein. Ah oui, 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 c'est un philosophe, c'est un magicien aussi. J'ai des tas de choses à te dire Oh, sur Alan c'est Moore. Je exact. me suis bouffé la bio là, tu vois. Donc, je ne suis pas C'est incollable, exact. mais je suis passionné. Bernard, il nous reste plus qu'une minute. Donc, voilà, je vais clôturer. Je voudrais voilà, te remercier encore. Et je suis très heureux de t'avoir présenté à ceux qui me suivent, qui ont pu voir ta richesse, je dirais, intellectuelle, culturelle, donc très diversifiée. Tu es un peu le chantre comme ça de la pensée transversale. C'est vraiment toujours une joie de t'écrire. D'ailleurs, je vais installer sur live sur YouTube parce que je voudrais en faire profiter un maximum de gens. J'en profiterai pour reprendre des notes et puis le regarder à nouveau. En tout cas, je suis très heureux que les gens voient ton immense humilité. Et pour moi, l'humilité, c'est la marque des plus grands. Donc, voilà, tu es pour Gilles, moi je ne peux être riche que si un j'ai une bel exemple. conversation. Je ne peux être riche que si je suis face à quelqu'un de riche aussi. La richesse, elle est entre nous. Voilà. J'aurais voulu beaucoup parler de ton bouquin, on n'a pas eu le temps non plus. Non, non, J'espère un jour. on en parlera une prochaine fois. Je ne voudrais pas qu'on se D'accord, quitte comme ça. On va faire une fin qui est propre, comme dans les bons films. On va créer une petite tension, puisqu'on va revenir prochainement. On parlera d'accord. d'autres sujets. On parlera de ton super-héros qui a un fétiche, puisque tu l'as tatoué sur ton corps bien avant qu'il soit célèbre, qu'il soit devenu le Daredevil que nous connaissons tous. Merci infiniment, mon cher Bernard. Merci à toi, Gilles. C'était, Merci à toi.
Très intéressant. Merci. À très bientôt et au Salut. plaisir. Salut. Salut Gilles. Salut les amis.